Place aux grands témoins maintenant. Nous allons, comme nous l'avons fait hier avec 5 d'entre eux, pour ceux qui étaient là, c'était un beau moment, un moment d'explication, un moment de sens où ces grands témoins sont venus partager avec vous leur vision, leur regard sur le secteur des cultures, de la culture, sur les évolutions qui sont en train de se présenter, comment s'inscrire dans ces évolutions. 5 grands moments hier et 3 aujourd'hui, trois grands témoins aujourd'hui qui vont arriver devant vous. Ces grands témoins sont filmés et si vous n'étiez pas là il y a 2 ans au BIS de 2014, n'hésitez pas à aller sur le site internet, vous pourrez retrouver Fabien Janel, Robin Renucci, Chantal Lamarre et Guy Saz qui ont également partagé cette vision et c'était des moments absolument extraordinaires. Vous verrez comment Robin Renucci avait fait tout son exposé en alexandrin. C'était un moment assez magnifique. Alors, 3 grands témoins. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des spectacles, dans le monde de la culture? Quels sont les éléments, les points de vigilance et surtout, comment vous pouvez agir peut-être autrement, comment vous inscrire dans ces évolutions. On a 3 points de vue extrêmement différents qui vont être partagés avec vous aujourd'hui. Le premier va être présenté par Agnès Tricoire. Agnès Tricoire est avocate, elle est déléguée de l'Observatoire de la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme et elle va parler avec vous de la liberté de création. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Agnès Tricoire. Bonjour. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est la Sainte Agnès. Alors j'espère que ça va vraiment être ma fête. Et pour que ça soit vraiment ma fête, j'ai un certain nombre de choses à partager avec vous, voire de choses à vous demander. Je me fais vieille, je sais que ça ne se voit pas. Mais je suis avocate depuis que j'ai 23 ans et j'en ai 51, faites le compte. En même temps que je suis devenue avocat, j'ai longuement hésité parce que je voulais être comédienne. Et ce que j'ai choisi, c'est de défendre l'art et les artistes en tant qu'avocat. Ce qui n'était pas évident au départ parce que ça n'était pas mon milieu. Et j'ai aujourd'hui le très grand privilège de défendre des artistes, des institutions, que des gens que j'aime et que je respecte. C'est formidable pour moi d'exercer mon métier. Mais je me suis rapidement rendu compte que l'action individuelle était insuffisante. C'est-à-dire qu'on a beau être avocat, défendre ses clients, aller devant le tribunal pour dire non, non, par exemple, il ne faut pas censurer cet artiste ou celui qui l'a censuré a tort. On a beau même gagner ces affaires. Ce que la plupart du temps j'ai réussi à faire. C'est insuffisant parce que, vous le savez comme moi, le recours au tribunal, dans le milieu de la culture, ça n'arrive quasiment jamais. Les gens ont peur de se griller, les gens ont peur de se fâcher. La justice est un monde obscur qui fait extrêmement peur. Donc, il faut impérativement essayer de régler ces choses en amont. Pour les régler en amont, il y a plusieurs conditions qui sont absolument nécessaires. Il y a la loi, je vais y revenir, et nous vivons, contrairement à ce que peut-être certains d'entre vous pensent, dans un système qui est particulièrement répressif, particulièrement contrôlant. Et puis, je reviens à l'action collective pour vous dire un mot de l'Observatoire de la liberté de création. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs, ça je l'ai toujours pensé, et on est beaucoup plus intelligent quand on vient de disciplines différentes. Donc l'Observatoire, c'est à la fois plus d'une quinzaine maintenant d'organisations, dont un certain nombre d'organisations du spectacle, dont certaines étaient sur scène juste avant. Et
c'est aussi des individus qui sont des gens qui pensent à la question de l'œuvre, la culture, la censure, etc. et qui le pensent de points de vue complètement différents. Ça peut être des sociologues, des historiens de l'art, des philosophes, des juristes. C'est extrêmement éclectique, des artistes évidemment, des auteurs, des écrivains. L'Observatoire fonctionne tout genre d'art confondu. Et autant vous dire qu'avec toutes ces professions autour de la table, les conversations sont fournies, musclées et fort intéressantes. La première chose qu'on a fait, on s'est fondé en 2002, la première chose qu'on a fait, c'est écrire un manifeste qui fait 1 page. Vous le trouverez sur le site de la Ligue des droits de l'homme, qui est la maison mère qui a hébergé l'Observatoire. Ce texte qui fait 1 page, on a mis 1 an à l'écrire. Et si on a mis 1 an à l'écrire, c'est parce que les mots n'avaient pas le même sens pour nous tous. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'une représentation? Selon nos disciplines, ça ne voulait pas dire la même chose. Sur quoi on travaille? Quel est notre périmètre? La liberté de création n'existait pas à l'époque. Et d'ailleurs, nous nous appelions l'Observatoire de la liberté d'expression en matière de création. Ce n'était pas très sexy comme nom. En 12 ans de travail, de réflexion, d'intervention auprès des censeurs, entre guillemets, de médiation, de formation, voilà, nous avons gagné le pari qui consiste à faire naître cette liberté de la création. Elle naît parce qu'elle n'est reconnue par aucun texte de loi aujourd'hui. Il n'y a que la liberté d'expression qui existe. Or, le problème de la liberté d'expression, c'est qu'elle ne reconnaît pas la spécificité de l'œuvre. Waouh! Et ça veut dire que vous définissez ce que c'est qu'une œuvre. C'est la première chose qu'on nous a répondu. Il faut quand même se coltiner un tout petit peu la question si on veut que, par exemple, un roman policier dans lequel un personnage tue de façon récurrente son prochain ne soit pas l'objet d'une plainte pénale pour incitation au crime. Là-dessus, c'est un consensus, tout le monde est d'accord. Alors ça devient plus compliqué quand un personnage est raciste. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, ne sommes pas pour la libre expression du propos raciste, par exemple. Donc il faut bien distinguer qu'est-ce que c'est qu'un discours réel, argumentatif, et qu'est-ce que c'est qu'un discours artistique, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre. Et vous savez bien que, par exemple, certains jouent avec cette spécificité de l'œuvre et de la fiction pour faire de la politique et pour tenir des propos antisémites. Donc les choses sont complexes. Donc nous nous sommes fixés une règle de conduite qui est de ne pas être dogmatique et de réfléchir à chaque fois à toutes les données du problème pour essayer d'appréhender de la meilleure façon qui soit l'objet qui est en face de nous. Mais pour autant, nous avons réussi quand même à nous mettre d'accord sur un principe, c'est qu'il y a une caractéristique qui ressort et qui doit être particulièrement protégée, c'est la fiction. Et il se trouve que ce concept de fiction fonctionne assez bien dans un certain nombre de cas, mais ne colle pas à tous les cas. Qu'est-ce qu'on fait de l'art engagé? Qu'est-ce qu'on fait de l'art politique? Qu'est-ce qu'on fait des dessins, des caricatures, etc. Ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui ne va pas dans ce qui ne va pas dans la loi aujourd'hui, c'est qu'elle ne fait aucun cas de ce que c'est qu'une œuvre. Et donc, merci à Madame le ministre d'avoir dessiné l'esquisse du début de la protection des œuvres, mais j'y reviendrai, ça ne suffit pas. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez tout un tas de dispositifs légaux qui sont susceptibles soit de permettre une censure a priori, soit de permettre la répression des œuvres, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce que c'est que la censure a priori? Ça se passe dans les instances administratives. Par exemple, le visa pour permettre à un film d'aller dans une salle de cinéma. Ça n'existe plus au théâtre depuis le début du XXe siècle, et c'est tant mieux. Mais vous avez quand même des dispositifs répressifs qui sont susceptibles de s'appliquer au spectacle vivant.
quel est le dispositif répressif majeur qui pose un problème majeur? C'est un article qui, j'assume le risque de le dire pour ce qui concerne les œuvres, soi-disant protège les enfants. Et je dis soi-disant, parce qu'on peut poser un certain nombre de questions à cet article-là. C'est l'article 227-24 du Code civil qui interdit tout, enfin qui réprime plutôt, tout, ouvrez vos oreilles, tout message à caractère pornographique, violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Est-ce qu'il vous est arrivé, aux uns et aux autres, de permettre la représentation d'une violence quelconque? Si la réponse est oui, vous êtes susceptible d'être poursuivi au visa de cet article devant le tribunal correctionnel. Et qu'on ne vienne pas me dire que le tribunal n'entrera pas en voie de condamnation. Pour deux raisons. La première, c'est que l'association d'extrême droite La Griffe, un certain nombre de gens qui luttent contre la libre création sont des associations d'extrême droite. L'association d'extrême droite La Griffe, qui milite depuis plus de 40 ans pour le rétablissement du délit de blasphème et essaye de faire juger qu'il existerait un racisme anti-blanc et un racisme anti-chrétien, cette association a réussi à obtenir la condamnation du Fonds régional d'art contemporain de Lorraine pour avoir fait une exposition qui s'appelle L'Infamille, exposition dans laquelle il y avait des œuvres de l'artiste plasticien Éric Pougeot. Le FRAC a été condamné au visa de cet article 227-24 parce que les œuvres d'Éric Pougeot étaient violentes. Quelles étaient ces œuvres? Des feuilles de papier blanc sur lesquelles il était écrit un texte, donc aucune représentation directe, d'accord, de la littérature. Et sur ces textes, il était écrit des messages du genre « Les enfants, papa et maman vont vous voler votre voiture et ils vont vous écraser avec, papa et maman vous aiment ». C'est-à-dire une mise en dérision de la projection qu'on peut avoir, de la protection de la famille et de la façon dont elle protège les enfants. Au nom de la protection de l'enfance, le FRAC a été condamné. Et au nom du fait que des mineurs auraient été susceptibles d'avoir vu ces œuvres et d'avoir été totalement perturbés par les œuvres d'Éric Pougeot. Les pauvres petits. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De la même façon, aujourd'hui, cet article, qui est un article de répression pénale, permet une mise en coupe réglée de toute la production cinématographique parce qu'il est utilisé dans la censure administrative. Je ne vais pas vous raconter le mécanisme, c'est trop compliqué. Faites-moi confiance. Ou si vous ne nous faites pas confiance, eh ben on en discutera plus. Je vous donnerai des clés. Le mécanisme, c'est le Conseil d'État dit « je ne peux pas laisser ce film aller dans les salles parce que moi, en tant qu'autorité administrative, même si la ministre de temps en temps dit selon le Conseil d'État n'importe quoi et ne devrait pas donner des visas, eh bien moi, le Conseil d'État, je visionne le film selon mes propres critères d'appréciation. Je vois par exemple qu'il y a une scène de sexe non simulée parce que je suis vachement balèze au Conseil d'État, je sais le sexe simulé et le sexe non simulé. Et donc, j'ordonne à Madame le ministre d'interdire le film aux moins de 18 ans. Parce qu'il y a une petite maladresse du côté du ministère et le petit décret de 2014, la ministre n'a même plus de pouvoir d'appréciation sur ce qu'elle peut autoriser ou pas. Tout ça au nom de « je ne peux pas, en tant qu'administration, commettre un délit pénal, le 227-24 ». Vous voyez comment cet article est la cheville ouvrière de toute la censure en France. Nous devons impérativement progresser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une autre association d'extrême droite qui s'appelle Promouvoir fait la pluie et le beau temps sur la censure des films. Elle a poursuivi aussi des livres, elle poursuivra bientôt des spectacles pour peu qu'elle ait plus de moyens, et comme l'extrême droite est en pleine expansion, on peut absolument tout imaginer. Et puis,
il n'y a pas que le recours aux tribunaux. Tout ça, c'est la partie légaliste de l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Je voudrais vous montrer, certains d'entre vous en ont peut-être été témoins, la partie non légaliste de l'extrême droite. Vous vous souvenez que nous sommes à l'automne 2011, au Théâtre de la Ville. Montez un tout petit peu le son. Nous sommes en 2011 et le Renouveau français qui revendique dans cette vidéo qui est librement disponible sur YouTube, revendique d'avoir interrompu le spectacle de Roméo Castellucci. Ah, les gentils petits jeunes gens, vous voyez comme ils ne sont pas violents, comme ils ne font pas le coup de poing avec le service de sécurité du Théâtre de la Ville, comme ils sont gentils, ces jeunes gens qui vont bientôt s'agenouiller pour prier sur la scène du spectacle qui les ont interrompus. Alors je dois dire qu'en tant qu'ancienne comédienne, ça n'a pas duré longtemps, avocate, militante des droits de l'homme, amoureuse de l'art, je suis quadruplement crucifiée par cette scène. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous le sont aussi. Mais il faut que vous sachiez, alors que cette vidéo est revendiquée par le mouvement Renouveau français, comme vous l'avez vu dans le générique, qu'elle est librement disponible sur YouTube, que tous les gens qui sont sur scène ne sont pas poursuivis devant le tribunal correctionnel. Je ne sais pas comment il se fait que moi, en tant qu'avocat qui m'intéresse au mouvement d'extrême droite qui pratique la censure, je suis capable de reconnaître et d'identifier les dirigeants du Renouveau français sur cette vidéo. Mais ils ne sont pas poursuivis devant le tribunal correctionnel, ne sont poursuivis curieusement que ceux qui ont été arrêtés. Mais les chefs sont des malins. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas de poursuite? Comment se fait-il que les renseignements généraux n'aient pas fait leur boulot? Moi, je peux les identifier, je ne vous dirai pas qui c'est, parce qu'ils sont également soupçonnés d'avoir détruit l'œuvre Peace Christ d'André Serrano à Avignon quelques mois plus tôt. Vous vous souvenez, Peace Christ, la collection Lambert, les défilés d'intégristes du haut de la place du Palais des Papes jusqu'à la collection Lambert avec, vous pouvez arrêter la vidéo, merci, avec des champs de décontamination devant la collection Lambert. Madame la ministre, ces gens-là, nous avons besoin de pouvoir les poursuivre sur un fondement qui tienne la route et malheureusement aujourd'hui, la loi qui permet de lutter contre le délit d'entrave à la liberté d'expression, cette loi ne vise pas spécifiquement l'entrave à la liberté de création, elle est consacrée plutôt à la liberté syndicale et c'est parfaitement bien, il faut qu'elle continue. Mais il faut ajouter à cet article 431.1 du Code pénal un article spécifique qui permette de poursuivre ceux qui entravent. Ceux qui vandalisent, ça existe déjà, mais ceux qui entravent la liberté de création, il faut sérieusement les poursuivre. Et quand je dis sérieusement, je vais dire quelque chose qui fâche, mais nous avons du mal, nous avons beaucoup de mal. Je vais dire un mot de ce qui se passe à Avignon. Le parquet n'a pas fait son boulot et la police n'a pas fait son boulot correctement. J'ai énormément de mal. On ne peut pas ne pas tenir compte du fait que dans les services de l'État, il y a des gens qui considèrent que, par exemple, l'œuvre Peace Christ est blasphématoire et que donc elle ne devrait pas être montrée et que c'est bien fait pour la collection Lambert si l'œuvre a été détruite. On a toutes ces difficultés-là à gérer. Je le dis pour Avignon, la plupart du temps, les tribunaux nous écoutent avec une oreille attentive, mais on ne tient pas compte de la spécificité de l'art suffisamment. J'ai plaidé pour l'artiste Stephen Cohen, qui est un performeur connu dans le monde entier, qui vient d'Afrique du Sud, et qui a fait une performance au Trocadéro avec un coq attaché au bout du pénis. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? C'était il y a 1 an. Il a été arrêté
par le commissariat de la Faisanderie. Le juge d'instruction a beaucoup ri aussi. Donc, il a été arrêté par les poulets de la Faisanderie et il a été gardé à vue comme les prostituées travelots du Bois de Boulogne. Et il a été traité pareil. Impossibilité de se démaquiller, sarcasme au commissariat, humiliation, y compris devant moi, je veux dire sans aucun égard. Et aller expliquer aux policiers qu'il était un artiste, franchement, c'était impossible. J'ai essayé, mais c'était un mur devant nous. Alors, Stephen Cohen a comparu devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle. Je n'ai pas apporté les photos, je vous demande de les regarder. Regardez les photos de Stephen Cohen dans sa performance du Trocadéro. Vous verrez si c'était une exhibition sexuelle. Il faut quand même essayer de tenir compte juridiquement des intentions, de ce que fait, de la forme, etc. Tout ça. La dernière chose que je veux vous dire, et là ce sera vraiment ma fête si vous me dites oui, Madame la Ministre, c'est que c'est bien de protéger la liberté de création, mais c'est la liberté de diffusion des œuvres qui pose sans arrêt problème. Vous êtes tous susceptibles de faire l'objet de pressions diverses et variées de la part de personnes qui pensent qu'elles ont un intérêt légitime à vous demander de ne pas diffuser telle œuvre ou de cesser de la diffuser. Ces intérêts légitimes vont en général bien au-delà de ce que la loi permet. Ça peut être des questions de religion, or il n'y a pas de délit de blasphème en France, mais ça peut être des questions de religion, ça peut être des questions d'histoire. Vous savez qu'on a un certain nombre de sujets particulièrement douloureux qui font régulièrement l'objet d'une demande de censure, la guerre d'Algérie, l'histoire coloniale, je pense à Exhibit B, la Shoah. Pour la religion, les cas auxquels l'Observatoire a été confronté sont hyper nombreux et viennent principalement de la religion catholique, je tiens à le dire. Et jusque-là, c'était les extrémistes religieux catholiques qui faisaient des demandes de censure, mais les évêques s'y sont mis au moment du théâtre de la Ville, puis du théâtre de Rond-Point. Je rappelle que l'évêque de Paris a organisé une grande prière à Notre-Dame pour contrer les effets nocifs de Golgotha Picnic, de Rodrigo Garcia. Donc, c'est open bar, hein. La protection de l'enfance est souvent invoquée comme un motif de demande de censure. Ces enfants qu'on protège si bien que notre gouvernement s'est opposé à ce qu'on arrête la publicité sur la télévision publique, la publicité pour les enfants. Donc on a une vision de la protection de l'enfance qui est vraiment à géométrie variable. Pour envoyer un signal fort et faire que la protection de la liberté de création soit effective, il ne suffit donc pas d'un petit article, tout joli qu'il soit, qui dise la création artistique est libre. Ça ne suffit pas. Il faut dire la diffusion des œuvres ou des créations artistiques est libre. Il faut modifier l'article 227-24 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il faut prévoir une sanction pour l'entrave à la liberté de création. C'est simple. C'est tout facile. Ça fait 3 mois qu'on travaille avec les services du ministère de la Culture dans cette direction-là. On y est presque. Et je voudrais qu'aujourd'hui, pour la Sainte-Agnès, je puisse prendre ma retraite du combat pour la liberté de création, car j'adorerais chanter. Si vous le voulez bien pour ma fête, est-ce que vous voulez bien? On ne va pas chanter, on va juste dire un truc ensemble. Libérer la création, libérer la
création. Libérer la création. Merci. Agnès Tricoire, merci. Alors, quand on a échangé en préparant cette intervention, vous m'avez dit qu'il y a aussi un message pour tous les responsables de salle ici, les responsables d'équipes de théâtre. Comment se préparer? Parce que vous disiez parfois, quand ça arrive et qu'on n'est pas prêt, ça peut faire éclater des équipes. Alors, que faire? C'est tout à fait vrai. Merci de me le rappeler, Yves. Il y a quelque chose à éviter en premier lieu, c'est de prendre les décisions tout seul. Quand on est seul face à des décisions à prendre comme ça dans l'urgence, on est sous pression et on ne pense pas forcément bien. On peut céder à la peur, on peut céder à la pression, on peut céder au désir d'éviter le problème. Et en réalité, quand on censure, on en crée un nouveau. On doit se dire aussi qu'on ne peut pas forcément juger pour les autres. Une œuvre, c'est un objet polysémique qui s'interprète. Il faut éviter de considérer l'œuvre comme un discours littéral, mais je pense que la plupart des gens qui travaillent dans la culture savent ça, qu'il ne faut pas considérer l'œuvre comme un discours littéral. Sauf quand tout d'un coup, ça touche à une conviction profonde qui fait qu'on n'est même plus capable de le voir. Je pense à l'affaire Orelsan. Vous vous souvenez comment cette affaire a clivé, y compris un certain nombre d'institutions qui devaient projeter le spectacle, permettre la tournée d'Orelsan. Comment cette question a clivé. Et nous remarquons à l'Observatoire, parce qu'il y a des gens qui ont des tas d'opinions diverses et variées dans l'Observatoire, qu'il y a des questions clivantes dans lesquelles, même si on est d'accord avec le principe de la liberté de création en général, tout d'un coup, il y a des sujets sur lesquels soi-même on se met à résister, en disant non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible, je peux pas permettre ça. Ça se travaille à plusieurs. Et avant? Et avant, évidemment, de prendre la décision. Mais même avant que les problèmes n'arrivent, vous proposez par exemple de s'entraîner en quelque sorte, en se disant, et si ça nous tombait dessus, que ferions-nous? Alors, j'ai pas voulu prendre trop de temps, donc alors je me permets de renvoyer à mon livre qui s'appelle Petit traité de la liberté de création, où je propose un certain nombre de choses qui permettent une analyse un peu distanciée du problème. Vous pouvez nous appeler, on est là pour ça. C'est-à-dire, si vous avez des doutes et des questions, nous avons un rôle d'écoute, de médiation, et on peut parfaitement vous aider. Surtout que l'Observatoire étant composé de 16 organisations qui sont des organisations nationales avec un maillage sur le tout territoire, on arrivera toujours en gros à vous trouver quelqu'un qui peut aller vous aider. Ou vous pouvez venir nous voir, enfin voilà, on est là. On est là pour vous. Et je tiens à préciser qu'on est là depuis 12 ans, qu'on est totalement bénévole, qu'on n'a pas un rond de subvention, et que c'est pour ça que j'aimerais que les problèmes soient réglés un petit peu mieux. Merci. Merci beaucoup Agnès Tricoire.